développer, déployer sur Kestra doit être une chose simple et un non-événement. Un full no-code. Et donc le YAML était la porte d'entrée pour pouvoir construire mon no-code. Résultat, quelques années plus tard, on se rend compte que le YAML était la vraie solution. C'est quelque chose que j'apprécie et on a la même mentalité chez Kestra. On a un cœur, on a plein de plugins qui permettent d'interagir avec plein de technologies, on met tout sur l'étagère et on laisse les gens décider de comment ils veulent le faire. Donc, pour donner un ordre d'idée, on a mis en place un système qui build tous nos plugins toutes les nuits. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Kestra. Et qui de mieux pour parler de Kestra que d'avoir Ludovic, son CTO, avec nous. Salut Ludovic, comment tu vas ? Très très bien, merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis très content d'être ici. Alors Ludo, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Kestra, et puis après on parlera un petit peu de Kestra. Alors, moi je suis un développeur au départ, autodidacte, formé sur le tas. Ça fait 20 ans que je suis dans la technique, avec plusieurs périodes, dont une très large période avec du PHP, comme tout le monde l'a connu en France, à faire des sites web en PHP. C'était il y a très longtemps. Et du jQuery, ça me manque des fois de temps en temps, quoi. Moi non. Mais Non. maintenant, on a évolué. Bon, et moi, j'avoue que depuis que j'ai utilisé certains frameworks récents, je me dis des fois, bon, keep it simple, hein. C'était bien. Ouais. Donc du coup, dans la technique depuis 20 ans, avec un passage dans beaucoup de startups, un passage en freelance aussi dans des grands groupes, avec j'ai toujours eu l'ambition de faire un produit, un soft, éditeur de soft, le plus technique possible. Je crois qu'avec Kestra, j'ai trouvé le bon outil très technique qui me permet de m'épanouir sur des choses complexes. C'est sûr que effectivement, c'est un domaine d'activité, et j'en sais quelque chose, l'édition de logiciels qui pilote du traitement sur lequel il y a moyen de s'épanouir et de trouver un certain degré de complexité. Et j'en ai encore beaucoup à résoudre. Mais c'est quand même assez passionnant. Ouais. Dis-moi, moi j'ai essayé Kestra, j'ai trouvé ça, bravo, j'ai trouvé ça génial. Alors j'en suis resté au stade d'essai et je me dis que effectivement, il y a pas mal de trucs qu'on résout de manière un peu complexe qui vaudraient vraiment le coup de pouvoir être simplifié et de pouvoir faire les choses. Et puis le produit est super bien pensé. Qu'est-ce qui t'a amené à Kestra en fait? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez, toi et tes acolytes, créé Kestra? Alors le fond de départ, c'est si on retourne dans le passé, première expérience dans une startup en Camoc qui était dans le Nord, où j'avais créé un premier embryon de Kestra à l'époque. Le but, c'était simplement d'avoir des cran tabs distribués et surveillables, Hmm. donc monitorables, et de pouvoir suivre ce qui se passait sur mes cran tabs. C'était le premier bébé, on l'avait appelé CronDD, comme l'image de CronD, et c'était l'embryon de Kestra que j'ai dû faire en 2010 potentiellement. Après, je suis arrivé chez Leroy Merlin où là, c'était la même version, le même besoin, beaucoup de schedules, mais avec quelque chose de beaucoup plus complexe, des interactions avec des interactions entre flux, des interactions avec des différents systèmes de données. À cette époque-là, le postulat de Laurent Malin, c'était de migrer de ce qu'ils appelaient Stambia vers donc Stambia qui est un équivalent de Talend, on va dire, mais en version ELT et pas ETL. Le postulat de départ était de migrer sur Airflow, qui était le leader du marché. Donc Airflow, c'est un orchestrateur open source qui a été fondé chez Airbnb il y a 15 ans, peut-être maintenant, 10 ou 15 ans, je sais plus. Il s'est avéré que dès mon premier mois d'analyse, je me suis rendu compte que ça ne passerait jamais pour la capacité de traitement de Leroy Merlin.
Et donc j'ai commencé à fouiller l'écosystème en cherchant une alternative pour Leroy Merlin en tant que prestataire qui devait leur fournir un service. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, c'était Airflow ou Airflow. Et du coup, je me suis dit, bah, il y a quand même quelque chose à faire. Et donc j'ai commencé à construire Kestrel le soir, le week-end, pendant des semaines, pour réussir à la fin, au moment où Leroy Merlin a enterré Airflow, pouvoir leur proposer la solution. Et c'était le début de toute l'histoire de Kestrel qui s'est créé à ce moment-là, on va dire, le soir, le week-end. Et Leroy Merlin ADO était déjà passé sur GCP ou est-ce qu'ils étaient encore dans l'ancienne Ils étaient infra? en migration GCP en fait. Ils avaient un équivalent Teradata Stambia. Ouais, ouais. Et en fait, ils avaient prévu une migration de Teradata vers BigQuery, qui était le choix groupe. Mm. Donc du coup, bah, ils cherchaient à trouver un moyen de réussir à alimenter ce BigQuery et le faire vivre. Et donc c'était vraiment la migration cloud de la partie data qui était un des points de départ. Ouais, qui était un gros truc. Et de mémoire, à cette époque-là, il n'y avait pas encore Cloud Composer chez GCP, qui donc Alors s'il l'avait. il l'avait déjà. Ouais, il faisait partie Ouais, des happy few qui avaient accès au truc, évidemment, puisque ouais, et donc il l'avait, mais c'était le premier postulat en fait. Le postulat c'était d'utiliser Airflow en version composer de chez GCP. ouais. Et il s'est avéré que ça a été un échec assez rapidement. On était sur la version End Composer, enfin plein de problématiques qui étaient produits trop jeunes à l'époque. Moi, j'ai Pour, jamais compris l'engouement absolu qu'il y avait autour d'Airflow par rapport et le niveau en fait, ce que Airflow simplifiait et le niveau de complexité qu'il amenait dans la bataille en même temps, qui simplifiait beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais réussi à adhérer. Et c'est vrai que pour m'être un peu penché sur la question, moi, c'est un play aussi que j'avais trouvé. Je savais qu'il y avait un truc à faire là-dessus, quoi. C'est clair aussi. Ouais. bon, bah, comme quoi, les meilleures idées, elles sont une évidence en fait. Ouais. Bah, c'est toujours d'ailleurs quand on crée quelque chose, il y a des gens qui disent ah faut faire ça dans le secret, puis il y a ceux qui, enfin moi je suis plutôt partisan d'en parler, de voir s'il y a d'autres gens qui ont la même idée et d'essayer de faire une compétition sur une thématique. Et donc, ok, donc c'est super. Et alors, t'as commencé, vous étiez plusieurs pour démarrer ce projet ou t'as démarré J'étais seul. t'as démarré tout seul? Ouais, Ouais, j'étais seul. J'étais assez loin seul pendant très très longtemps. Euh, Laurent Merlin était en production avec Kestra et j'étais encore seul sur le Oh projet. la vache. Donc ça a été un beau challenge. Et à un moment, j'ai été à contacter mon associé, qui j'ai créé Kestra, qui est Emmanuel Darras, le fondateur de Ankama, qui est une belle success story du Nord aussi, hein, il faut l'avouer, qui montait de 0 à 500 employés. Et Emmanuel m'avait recruté à l'époque chez Ankama, et on est resté en relation pendant des années Ça et faisait des quoi en années. Et au Kama? moment, c'est un jeu vidéo qui s'appelle Dofus. Ah oui. Ouais, donc c'est encore une belle success story française, hein. Ils ont certainement plusieurs dizaines de millions de revenus, plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de joueurs. Enfin, je pense que c'est encore un beau succès. J'y suis plus depuis très longtemps, donc j'ai pas eu la fin du sujet. Mais c'est un beau succès. Et Emmanuel m'avait recruté à l'époque. Et quand le projet commençait à devenir gros et que je me sentais un peu trop seul, j'étais contacté mon vieil ami en lui disant moi j'ai ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a dit ok go, on y va, on crée la boîte. Et on est parti. Excellent, Et excellent. on a créé la boîte tous les deux. Et on est resté à deux encore pendant longtemps. Et maintenant, on est bientôt 20. Donc, Bravo, bravo. En combien de temps, puisque ça, tu dis, Sidi, c'était en 2014 que. alors, Kestra a Ouais, commencé en 2019. 2019, Le pardon. produit, première ligne de code en 2019. Mise en prod chez Leroy Merlin en 2020, au moment du Covid, juste après le Covid. Ils D'accord. sont arrivés en prod. Je crois qu'on a créé la société en 2021, si je me rappelle bien au niveau de la timeline. Et premier employé en 2022.
Bon, et maintenant une vingtaine. excellent, excellent. Donc Et vous êtes c'est dans ce merveilleux endroit qui est la région Nord-Pas-de-Calais, et notamment la métropole lilloise, que je ne renierai jamais, parce que j'y ai quand même passé une bonne partie de ma vie. Bon, maintenant, j'ai passé plus de temps en dehors de Lille que de temps à Lille. C'est un peu le problème de la cinquantaine, c'est qu'effectivement, on finit par avoir passé, quand on quitte Ouais. la métropole lilloise pour aller bosser à Paris, il s'avère que j'ai passé plus de temps à Paris qu'à Lille, mais finalement, moi, j'ai toujours un grand plaisir à revenir à Lille. D'ailleurs, on a été à Nantes enregistrer un Big Data Hebdo, et je me dis qu'un jour ou l'autre, j'irai à Lille enregistrer un Big Data Hebdo pour rencontrer Bon, les gens de Lille. on pourra t'accueillir avec plaisir si ça Ça veut. sera bien cool de faire ça. Mais ouais, non, mais du coup, bon, même si ça a été créé à Lille, on a quand même une grande partie de la société qui est pas à Lille. On a beaucoup d'étrangers. Ouais, et c'est aussi un des côtés intéressants de cette création de boîte. Travailler avec des gens de tout pays, c'est quelque chose qu'on découvre. Je découvre, c'est la première fois de ma vie où je travaille avec autant de nationalités différentes. C'est super. Ça nous permet de grandir, d'avoir un point de vue différent. Le point de vue des Français est bien, mais le point de vue des étrangers sont très bien aussi. Ouais, c'est plutôt une bonne idée. Je pense que c'est assez sain de, Ouais, et de confronter déjà à des cultures différentes, ce qu'on est susceptible de faire. Euh, on a parlé du premier postulat qui était faire différent d'Airflow. En quoi Kestra va différer des solutions de workflow existantes? Et alors, il y a, et la deuxième question qui est un peu dans le même tiroir, qui est, il y a un tropisme hyper fort autour des flux de transformation de data, de manipulation de data. Est-ce que Kestra, c'est une solution de workflow ou est-ce que c'est un ETL? la bonne question. La question presque piège en même temps. Mais alors du coup, Kestra, il a été pensé au début sur un postulat simple. C'est le fond d'Airflow était bon. C'est-à-dire, j'ai des DAG, ils appellent ça des DAG, Ouais, avec des tâches. ouais. On passe les paramètres en entrée, en sortie et on avance pour arriver à une fin. Ce postulat était très bon. Euh, Mais là, une problématique qui a été pensée, que Airflow a depuis le début, c'est plein de choix qui ont été faits qui sont plus discutables. Et nous, notre premier but chez Kestra, c'est de simplifier et d'unifier. Donc l'idée, c'est de se dire déployer, développer, déployer sur Kestra doit être une chose simple et un non-événement. Il n'y a rien de plus il y a rien de plus boring que de faire du workflow. C'est pas la chose la plus passionnante, c'est un besoin. C'est quelque chose que tu as besoin pour gérer ton entreprise. Et donc, au plus tu mets de freins à l'entrée, au plus tu vas avoir de freins à l'adoption de ton outil. Donc, pour faire ça, pour toute cette partie simplification, premier postulat, langage déclaratif. Donc, on est sur du YAML. Certaines personnes te diront c'est pas du code, c'est de la configuration. Oui, c'est de la configuration. Mais ça te permet quand même de faire des choses complexes. Et le frein à l'entrée est quand même vachement plus faible de faire du YAML que de devoir apprendre un langage de programmatif propriétaire. Donc c'est-à-dire que Airflow est développé en Python, donc il faut connaître le langage de programmation. On peut déjà avoir un frein au niveau du langage, Ouais. et on peut se retrouver avec ce qui existe dans certains orchestrateurs plus historiques, un langage propriétaire Mm. qui faut apprendre, former, expertiser. Ça devient des compétences rares et tu te retrouves avec un bottleneck dans ton entreprise pour réussir à produire tes workflows. Nous, avec le YAML, en fait, on se rapproche de deux technologies qui ont été deux grandes sources d'inspiration. La première, Terraform, qui est du déclaratif. Donc, on est sur vraiment le même postulat, on déclare des tâches. Et le deuxième, c'est toutes les CI/CD à la GitHub Action, GitLab, où c'est du YAML, donc c'est le langage le plus compréhensible par la majorité des gens. Quand tu as Ça, c'est le premier commencé point. à faire ça en 2020, enfin en 2019, on n'était pas encore dans l'époque du YAML Engineer. Et Non. aujourd'hui, on l'est en plein. Donc finalement, bon pari, parce que je pense, avec notamment le fait de se batailler avec les configurations de Kubernetes, il y a eu un gros
toute notre industrie a adopté l'IAML de manière volontaire ou pas, j'en sais rien, mais il y a eu quand même une adoption super forte et c'est aujourd'hui, on se pose plus la question finalement, il n'y a personne qui prendrait l'idée de faire autre chose que comme support de ces configurations, de faire autre chose que des fichiers IAML et c'est plutôt sain parce que ça va à l'essentiel, c'est pas hyper lourd comme peuvent l'être ce qu'on a connu par le passé avec du XML ou du JSON et c'est quand même un super choix finalement, ouais. Ouais. Bon, après, si on veut aller dans le fond, l'historique, le YAML était un moyen pour moi d'aller très vite avec Leroy Merlin et je voulais leur fournir une interface pour pouvoir développer leur flux. J'avais une vision au départ, pour être totalement franc, c'était de faire un no-code, un full no-code. Et donc le YAML était la porte d'entrée pour pouvoir construire mon no-code. Résultat, quelques années plus tard, on se rend compte que le YAML était la vraie solution. Et c'était un vrai avantage compétitif et que le no-code n'est qu'un outil pour simplifier, pour encore plus simplifier. Mais ce n'est pas un full Ouais, no-code. c'est low Et code, donc le quoi. YAML était la C'est porte pas d'entrée no pour pouvoir code, c'est construire mon low no-code. code, quoi. Résultat, quelques années plus tard, on se rend compte que le YAML était la vraie solution. Et c'était un vrai avantage compétitif et que le no-code n'est qu'un outil pour simplifier, une obligation, comme Ouais. c'est du low-code. Ouais, c'est un peu le fond et c'était je pense que c'était un bon choix et je regrette pas Ouais. du tout un des avantages qu'on voit par rapport à certains de nos compétiteurs qui sont vraiment sur du no-code. C'est pas industrialisable au niveau de ton entreprise, c'est du clic console. Moi personnellement, j'ai tous mes Quelle tous horreur. mes comptes de cloud sont terraformés et je ne pourrais pas supporter l'idée de repartir sur des. Tu dois mettre en prod et tu fais des clics dans la console. Enfin, ça serait Ouais. revenir en arrière et drag and dropper sur mes SFTP en Ouais, c'est prod sûr. pour C'est remettre en sûr. prod. Enfin, C'est sûr. c'est une régression. Donc, ça serait une vraie régression. Et donc là, l'idée de CML, c'est que c'est versionnable, c'est auditable. Enfin, tout est comme du code sans la complexité. Ouais, ça, c'est le deuxième postulat de Kestra, c'est toute la partie unification, c'est ce côté séparation entre ton code et ton code propriétaire, ce que tu développes et ton code d'orchestration. Les deux sont totalement séparés, indépendants, et tu peux les faire vivre à chacun de manière indépendante. Et un des points très très forts qu'on a voulu mettre en place ici dans Kestra dès le début, c'est d'être langage agnostique. Ça veut dire que tu lances n'importe quel langage dans Kestra, du Go, du Java, du Python, du JavaScript, peu importe le langage, n'importe lequel peut être lancé dans Kestra. On a une intégration qui est très très forte avec Docker et je pense que c'est un des points Ouais. qui rassemble le plus parce qu'en fait, on a pris des bonnes idées d'un GitHub Action ou d'un GitLab CI, mais pour l'amener en dehors du monde de la CI/CD, le monde de la CI/CD, c'est un monde très bien, et même le monde de la CI/CD grappille un petit peu sur notre territoire, hein, parce qu'il y a plein de gens qui utilisent les outils de CI/CD comme outils de pipeline. Hein. Enfin, il y en a On est bien énormément qui le d'accord. font. On est bien d'accord. Sauf que l'architecture technique de ces outils-là ne permet pas. Non. Elle a été pensée pour être non critique opérationnelle. Ça veut dire que ta CI/CD, demain, elle meurt. Tu peux juste. La seule contrainte que tu as, c'est que tu ne peux pas déployer. Un outil comme Kestra a été pensé pour être critique opérationnel et pour gérer des pipelines de production qui peuvent impacter du business. C'est un des patterns qui change. Est-ce que le fait de créer le produit dans un contexte éminemment big data, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, c'était dans l'objectif, c'était de piloter le ramp-up autour de BigQuery chez le client, a eu une influence sur des choix structurants, de choses que tu as fait d'une certaine manière par rapport à d'autres que si tu avais dû faire le produit pour être entre guillemets, pour remplacer un ordonnanceur historique qui aurait Ouais. fait des choses beaucoup plus légères. Alors que là, il y avait quand même un truc d'échelle tout de suite qui est généralement une contrainte assez forte, quoi.
Il y a, ouais, il y a des choix qui ont été faits, oui, c'est sûr. Ouais, allez, ouvrons un petit peu le capot là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On est quand même au Big Data Hebdo où on est le podcast qui parle de technique quand même sur la data. Ça tourne comment cette affaire-là? Alors, comment ça tournait? Premier choix technologique Java, donc c'est du Java derrière pour toute la partie back-end. Bon, Java est un langage mature. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Personnellement, je ne ferai plus un seul programme qui soit pas typé. C'est une question de choix personnel. Le langage typé est critique et je Mmh. pense que faire un logiciel de si grande taille en non typé serait du suicide collectif. Euh, Après, deuxième choix, la gestion des threads. Java gère très 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 bien les threads et Ouais. pour pouvoir avoir de la perf, il me faut du threading. Donc c'était un des choix critiques du point d'entrée. Troisième raison, souvent l'implémentation de références des technologies big data est en Java C'est vrai. avec un portage dans d'autres langages. Avro, Parquet, tous ces technos qui sont très très data dans le fond, leur première implémentation de référence, c'est l'implémentation Java. Donc je me suis dit que j'aurais potentiellement plus de pouvoir en étant plus près de cet écosystème-là. Et puis tu étais peut-être déjà développeur Java au départ? Ah, développeur Java, je suis depuis très peu. J'étais PHP pendant très 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 longtemps, et donc ma première ligne de Java, je pense que j'ai dû la faire il y a 6 ans, Ah ouais, peut-être. donc peu de temps avant le début du projet finalement, parce que généralement, ce que j'allais dire, là des choix, tu vois, typiquement, moi je sais que j'ai fait beaucoup de choses en Go parce que je sais développer en Go, quoi. Et voilà. Et Moi, j'ai commencé très tardivement le Java. J'ai dû commencer en 2018 ou 2017 au plus tôt. Mais je suis tombé amoureux du langage rien que sur le côté typé, quoi. Enfin, le monde du Java, je suis désolé, mais faire un refacto qui te rechange l'intégralité de ton code, tu peux le faire en Java. Parce que c'est typé. Si tu le fais dans un autre langage, bon bah t'as à avoir une bonne coverage de test unit derrière pour réussir à t'assurer que tout ne casse pas parce que bon, c'est pas le langage qui va t'aider. écoute, c'est la première stupéfaction de cet épisode, apprendre qu'on peut tomber amoureux de Java. Bon, écoute. Euh, Bon, Bah non, mais moi je j'accepte reste. tout, hein, mais voilà. Bah moi, je regrette pas une seconde, hein, franchement. Enfin, il y a quelques moments où j'ai des challenges techniques. Un des challenges techniques que je vois avec Java, c'est la JVM avec la forte utilisation de mémoire, qui est peut-être un des challenges Ouais. techniques. Mais cette JVM ramène une perf qui est quand même assez impressionnante. Donc, c'est une question de trade-off. Non, et puis il y a du recul sur le fait de faire tourner en prod. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a, tu vas dans une prod de grosse boîte, les gens savent faire tourner des trucs en Java. Alors aujourd'hui, avec Docker, on arrive à encapsuler cette complexité de pouvoir poser quelque chose quelque part sans que ce soit diffusé. Mais avant Docker, c'était super. Mm. Enfin, tu disais aux gens, bon, bah Mm. là, faudra faire tourner ça dans un conteneur de JVM. Ok, bah super, les gens, ils savaient faire, quoi. En plus, Mm. t'as clairement, historiquement ça. Et il y a peu de langages aujourd'hui sur lesquels on a un tel recul aussi sur ce qu'on peut faire avec et sur ce qu'on peut arriver à faire. Et puis, si tu veux trouver un développeur Java, ça reste quand même un truc. Ah, c'est faisable, hein. Après, c'est sûr que c'est moins. Pour la partie recrutement, bon, prendre du Python, du JavaScript, alors là, c'est l'effervescence sur le marché, il y en a partout. Java, c'est un petit peu un poil plus dur parce que la jeune génération s'y intéresse moins, Mm. peut-être. Mais bon, c'est pas infaisable. On est loin d'être. J'ai pas pris du Scala ou équivalent d'un langage ou du Ruby. J'ai pris un langage qui est quand même le troisième langage majeur de l'informatique. Donc, bon, Ouais, c'est clair. c'est quand même un gros langage. Mais et Java, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, j'ai utilisé derrière Micronaut en tant que framework. J'ai pas utilisé Spring Boot que tout le monde utilise, j'ai utilisé Micronaut parce que moi, venant du langage du scripting, un startup time de 10 secondes, c'est juste inacceptable pour moi. Micronaut ramène toute cette partie compilation native, ce startup time ultra rapide,
Et ce que j'adore avec Micronaut, c'est que c'est un langage non opinionated, je sais pas comment on le dit en français, sans opinion. Donc ça veut dire que si tu n'as pas envie d'utiliser plein de briques du framework, tu fais du Java brut. Et c'est ça, c'est un choix que j'ai adoré dans Micronaut. C'est il te ramène plein d'outils sur l'étagère. Tu les utilises ou tu les utilises pas, mais t'as pas une obligation de les utiliser. Et c'est un gros avantage, ça m'a permis d'aller très très loin dans l'extension du framework derrière. Donc c'est quelque chose que j'apprécie et on a la même mentalité chez Kestra. On a un cœur, on a plein de plugins qui permettent d'interagir avec plein de technologies, on met tout sur l'étagère et on laisse les gens décider de comment ils veulent le faire. Donc on a utilisé cette mentalité dans Kestra aussi. On revient juste après sur les plugins parce que il y a un truc quand même là-dessus. Donc, Euh, donc, sur une JVM, et alors, bon, pour reprendre, Kestra, vous avez un control plane et vous avez des éléments d'exécution, c'est ça? Ouais, en fait, le produit a été découpé en microservices avec plusieurs services. Un service principal qu'on appelle l'exécuteur, qui est vraiment le cerveau de l'outil. Un service qui s'appelle le scheduler, qui lui réagit à des événements qui peuvent être temporels ou événementiels. Une partie anodine qui est le web server pour gérer les API et tout ça. Et la dernière partie, c'est le worker, donc c'est lui qui fait le traitement. Et donc on a prévu une architecture plus ou moins microservice. Tout tourne derrière avec un système de queuing et tout est scalable indéfiniment. Ça veut dire qu'on peut scaler tous nos services comme on a envie. Donc c'est vraiment du scaling horizontal et vertical, les deux sont possibles. D'accord. Donc ça Et c'est nativement distribuable. Et distribuable, c'est-à-dire qu'on revient sur la distribuable. notion de distribuer que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut mettre des workers à différents endroits et les faire Voilà. collaborer, quoi. Ouais, ouais. Donc ça, c'est toute cette partie-là qui est très très corp, très très big corp, et qui nous permet aussi de gérer des workflows un peu plus complexes pour traiter vraiment des problématiques un peu plus complexes. Et donc l'avantage qu'on a avec ces workers, donc on n'est pas sur du serverless, faut le dire clairement, mais c'est un choix volontaire pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est qu'on veut que nos workflows aillent vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, certains orchestrateurs du marché moderne ont une tendance à démarrer des pods pour lancer chacune des tâches. Un pod égale un startup time de entre 5 et 10 secondes s'il faut pouler une image selon le nœud sur lequel ça tombe. Sur Kestra, on veut que ça aille vite et on veut être capable de traiter énormément de tâches et on a des clients qui sont de l'ordre de millions par jour. Donc c'est des volumétries qui nécessitent une latence la plus faible possible. Et donc c'est pour ça qu'on a pris ce parti pris. Excellent. Excellent. Et aujourd'hui, quand on pourrait avoir une workload qui soit répartie sur plusieurs instances différentes et avoir des workflows qui puissent être distribués entre plusieurs instances ou c'est quelque chose... Alors là, on a plusieurs solutions pour gérer cette partie-là. Ces solutions font partie, alors Kestra est open source, on a une version enterprise, donc il y a des solutions qui sont très corp et qu'on a mis en place pour les enterprises. Et donc dans les solutions qu'on a mis en place pour gérer cette partie-là, on a ce qu'on appelle les worker groups. Donc ça permet d'avoir des groupes de workers, des pools de workers qui sont à des endroits différents géographiquement ou physiquement selon le matériel. Donc j'ai un serveur avec de la GPU, j'en ai sans GPU par exemple, le cas standard. J'ai du Windows, j'ai du Linux. Donc je dois faire tourner mon flux sur du Windows, j'ai pas le choix. Mon exécutable, c'est un Windows, il faut que je fasse tourner sur un Windows. Donc ça, on a ces worker groupes qui nous permettent de se traiter ce cas-là. Et la dernière fonctionnalité qu'on a introduite dans la dernière version en GA, c'est ce qu'on appelle les task runners. Et donc les task runners, là, on fait les workers lancent des exécutions sur des remote execution engine. Donc ça peut être du Kubernetes, du Docker. Par défaut, dans l'open source, on a mis du Docker. Et dans notre version Enterprise, on peut lancer ça sur du Kubernetes, de la AWS Batch, Azure Batch, Google Batch, Cloud Run. Et donc ça permet d'avoir une manière de déléguer cette responsabilité à d'autres systèmes de traitement qui, eux, peuvent être serverless. Et donc du coup, tu bénéficiais de... Je spawn mon programme,
c'est un programme qui demande de la GPU, un téra de RAM, je le lance pendant 5 minutes, je m'arrête. Et donc Kestra orchestre cette partie-là. D'accord, excellent. Ouais, donc tout à l'heure, tu disais quand même que tu voulais pas être en serverless, mais là, on s'en approche un petit peu quand même. Ouais, nous, techniquement, la technologie n'est pas serverless, mais par contre, on appelle des services serverless et on est capable d'interagir avec tous ces services serverless. Bon, j'ai quand même, bien sûr, la volonté d'arriver sur du serverless aussi pour nous. C'est une volonté sur une partie de l'architecture. Parce qu'il y a une partie, je sais que je ne pourrais pas l'exécuteur, le scheduler, il n'y a pas de miracle, hein. Il faut réagir à des événements temporels. Il n'y a pas de miracle pour l'instant, hein. Il faut bien qu'il y ait un serveur qui lance l'ordre au départ, quoi. Mais oui, on interagit avec beaucoup de technologies, quoi. En regardant, en récupérant le produit et en démarrant, alors, on parlera peut-être tout à l'heure de ce qu'il faut faire pour démarrer, mais moi, ça m'a pris un quart d'heure. C'est le but. Ouais, voilà, en récupérant l'image Docker, en la faisant tourner sur mon poste et en démarrant ça, en me connectant sur la console, il y a 2 trucs qui m'ont, stupéfait, mais vraiment de manière importante. C'est, qu'il y a 535 plugins. J'ai été stupéfait. Et le deuxième truc que j'ai trouvé très intelligent, c'est cette notion de blueprint, c'est-à-dire de scénario prêt à l'exécution, qui fait que finalement, ben voilà, ton sujet, c'est j'ai de la donnée dans S3, allez, je vais la transformer avec du DuckDB et la réécrire. Vous avez un blueprint qui fait ça et que je prends, que je customise. Et ça m'a pris 5 minutes de faire ce truc-là. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Mais par contre, 535 plugins, comment fait-on pour avoir 535 plugins? Alors, je pourrais te donner aussi en primeur l'objectif. L'année prochaine, on veut les doubler. Donc, voilà. Donc, comment on fait pour en faire autant en ayant une conception de la construction d'un plugin la plus simple possible. Ouais, Ce qu'on a fait, c'est que concrètement, construire un plugin, c'est tu prends notre template qui est déjà préconçu. ouais, Tu prends ton Quick Start Guide de ta technologie qui est marqué je veux démarrer avec BigQuery, tu copies-colles le texte, tu as déjà 80% du plugin qui fait. C'est d'accord. la chose la plus simple au monde que avec toute la complexité est cachée en dehors du plugin. Donc tu n'as pas, c'est accessible par n'importe quel développeur Java pour l'instant qui est capable de partir d'une template et de copier-coller un quick start guide. Et tu arrives à un plugin qui fonctionne. Et après, la deuxième solution, c'est un gros coverage de test unitaire. Parce que ça, cette partie-là, c'est la partie la plus compliquée pour nous. C'est que les technologies évoluent, on doit évoluer avec elles. Ça, c'est plus compliqué. Donc, on a un énorme coverage de test unitaire qui a été mis partout, sur tous les plugins. Qui nous permet aussi de détecter, pour donner un ordre d'idée, on a mis en place un système qui build tous nos plugins toutes les nuits pour se rendre compte que la technologie a évolué et se rendre compte qu'il y a l'API du cloud qui a changé ou Ah ouais. équivalent. On est obligé, c'est toute interaction avec des technologies distantes qui sont alors des fois fixes. Une base de données open source, c'est assez fixe. On peut aussi gérer ça par une question de compatibilité de version. Ça veut dire qu'on ne gère pas cette version-là et voilà. Par contre, tout ce qui est cloud est ultra mouvant. Et donc là, on n'a pas d'autre solution Ouais, que ça de et les providers Terraform, c'est les deux trucs qui sont super compliqués à faire vivre, quoi. C'est évident. Ouais, Ouais. clairement. C'est pas simple, mais on pense réellement que chaque plugin est une porte d'entrée pour Kestra. Mm. Moi, personnellement, je me retrouve devant une problématique. Je connais mes sources, je connais mes destinations. Une technologie qui matche les deux, je fais OK, ça vaut le coup d'essayer. Donc c'est un peu le postulat. Et pourquoi on a autant de plugins, c'est justement pour interagir avec tout, pour permettre cette interaction entre toutes les technologies possibles. Et donc ça, pour faire ça, on a aussi mis en place un système qui s'appelle l'internal storage orchestra. Donc c'est une manière de communiquer entre les tâches qui est normalisée. En interne, on utilise ce qu'on appelle de l'Amazon Ion. C'est
un format de données qui est très peu connu, développé par Amazon, qui est un super JSON qui prend en compte des formats de données type date, type time, type, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme autre format. Et donc, nous, on a pris le parti de se dire, on fait de l'Ion, parce que moi, je veux une date, c'est une date. On est quand même en 2024-25. Avoir des dates qui sont transmises en format string, c'est juste pas possible. Une date, c'est une date. Et c'est un des gros problèmes du monde de la data, la gestion des dates. Donc, Mm. il faut que les dates soient typées. Avec Euh, une time zone qui est obligatoire, parce que sinon, on sait Voilà, pas de c'est quoi on ça. parle. Ça fait partie des trucs. Ça fait 20 ans que les gens luttent à parser des dates. Je trouve qu'en 2025, ça devrait plus être le cas. Et donc, on a utilisé ce langage-là. Par contre, on a voulu faire un pari. Je le regrette pas maintenant. C'est de ne pas fortement typer ce fichier Ion. Ça veut dire qu'on n'a pas de schéma en entrée. Tu ne dois pas explicitement dire cette tâche va me retourner tel schéma et celle-là doit prendre tel schéma en entrée. Je pense que on aurait eu un outil plus carré, plus puissant, mais on aurait eu surtout un outil beaucoup plus complexe. Et donc, je regrette pas de l'avoir fait, même si c'était un. Des fois, ça limite un peu les capacités de l'outil. Ça veut dire que, au niveau de la qualité de données, tu es obligé de le faire toi-même. Donc nous, on a sur l'étagère, on a des plugins qui permettent de gérer cette qualité de données, mais c'est au bon vouloir de la personne qui l'implémente. Alors, c'est vous qui faites les plugins ou est-ce qu'ils sont contribués par des utilisateurs et après mis dans le mainstream par vous? Alors, notre posture pour l'instant, c'est qu'on laisse bien sûr, n'importe qui développer des plugins. Par contre, on garde le contrôle. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on trouve un plugin intéressant sur cette communauté, on le merge dans notre dépôt principal et on reprend le contrôle dessus. Pas qu'on veut pas laisser le contrôle aux gens. Les gens, ils sont totalement libres. Hein. S'ils ont envie de le garder pour eux, ils le gardent pour eux. On connaît la complexité de gérer tous ces plugins, tous ces connecteurs, et la complexité d'avoir un produit qui a une qualité faible à cause des connecteurs qui sont pas mis à jour. Et donc, en les laissant dans la communauté, on pense qu'on a un plus gros risque d'image, entre guillemets, d'avoir des connecteurs qui sont pas de qualité. Ouais, et de grosses différences entre certains connecteurs et d'autres, quoi. Donc, à un moment Voilà, donné, c'est ça. là, tu te garantis que un truc qui est dans le package, finalement, il sera toujours égal à tous les autres, Ouais. quoi. Ouais. C'est un peu, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on machin. Euh, à un moment, quand on aura doublé réellement les plugins, je pense qu'on commencera à souffrir un peu. Mais pour l'instant, so far so good, comme on dit en anglais, c'est encore largement maintenable. Pour même donner un ordre d'idée, j'ai embauché il y a 15 jours notre premier développeur plugin. Avant, c'était l'ensemble des développeurs qui codaient les plugins ou la communauté, mais il n'y avait pas de personne dédiée. Et donc là, j'ai embauché il y a 15 jours, je pense, 3 semaines, je sais plus, notre premier développeur plugin qui a vraiment le scope de maintenir l'intégralité de tous les plugins et d'en développer et de doubler le nombre de plugins parce qu'on a une personne dédiée. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que tout à l'heure, tu disais que vous avez construit le produit pour qu'il puisse faire tourner tout sans préférence, même il est Java au départ et ça se voit parce qu'il y a beaucoup de vos plugins qui sont finalement basés sur du JDBC. On le voit. Et c'est assez marrant parce que j'ai retrouvé dans votre liste de plugins des choses qui sont de l'affiliation Singer, Meltano Ouais, et tout ça, qui sont pour le coup d'un monde très différent puisque ces plugins-là, de mémoire, sont en Python, enfin, sont ouais. construits en Python au départ. Donc ça démontre bien que vous avez, de par le format d'échange unifié là, vous avez capacité à intégrer finalement des choses très différentes. C'est que si demain j'ai effectivement un middleware qui est en Go, je pourrais l'intégrer finalement dans un Kestra sans trop de difficultés. Un de nos clients américains qui a l'intégralité de ses process en Go et qui utilise Kestra vraiment comme la logique d'orchestration uniquement et tous ses process sont en Go. Il a même fait un post blog il n'y a pas très longtemps pour expliquer
la joie d'être passé de Python à Go en termes de perf et comment il avait utilisé Kestra justement pour orchestrer tout ça. Non, on interagit avec n'importe quel type de langage et ça c'est vraiment un besoin. Et donc je pense que dans les plugins, quand on parle de doubler le nombre de plugins, il y a une bonne partie des plugins qui vont sortir de l'écosystème Java. Parce qu'il y a des technos qui sont intéressantes dans d'autres langages. Hein. Ce n'est pas parce que je suis un fan de Java que je me rends pas compte que dans le monde du Python, il n'y a pas des choses bien, et dans d'autres langages aussi. Donc, mais on sait s'intégrer très fortement. On l'a fait aussi, par exemple, avec dans le monde de la data, il y a Soda SQL, un outil de gestion de qualité. On a fait une intégration très forte, c'est du Python derrière, et on s'est intégré et on arrive à recevoir tous les résultats de qualité émis par Soda nativement dans Kestra, comme si c'était un programme local. Quoi. Enfin, Ouais, je comprends. Non. la seule différence, c'est dès qu'on est sur un langage hors JVM, c'est lancé dans un Docker. Donc on a le startup time qui est Ouais. impacté. Parce qu'on ne veut pas souffrir des problématiques que connaît Airflow ou les orchestrateurs de type Python, c'est les conflits package. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, quand tu es avec un plugin qui est fait en JVM, tu as un startup time qui donc va faire que tu peux faire facilement du micro-batch avec, c'est-à-dire en lancer un nombre d'instances avec une cadence assez élevée. Quand tu dois te taper le fait de lancer un Docker, donc récupérer l'image, lancer l'image, enfin tout ce qu'on sait du cycle de vie de démarrage d'un Docker, tu es susceptible d'avoir effectivement quelque chose qui va pas être compatible avec le fait de faire du micro-batch avec, quoi. Voilà. Ouais. Globalement, c'est un peu le postulat. Ça fait très longtemps qu'on a dans les cartons une intégration de GraalVM, Ah bah oui. qui serait une des Ouais. solutions de palliatif, entre guillemets, et qui nous permettrait de lancer n'importe quel autre langage. Donc ça fait vraiment partie des sujets qu'on a depuis très longtemps. On va certainement y aller accélérer dessus depuis qu'on a vraiment une personne dédiée à implémenter ce genre de choses. On aura le temps enfin de se poser sur ce genre de sujet, qui est toujours plus de l'ordre de la veille technologique qu'un vrai besoin utilisateur au départ, mais qui peut nous ouvrir des grosses portes si on le fait bien. Mais il faut bien le faire. Et oui, c'est toujours après le débat de la croissance et de vouloir augmenter la surface du produit et de se garantir qu'on va le faire aussi bien que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Tu as très brièvement prononcé le nom d'un client. Aujourd'hui, vous avez évidemment des clients payants. Vous avez d'un côté des utilisateurs de la solution open source. Tu as quelques chiffres par rapport à ça? Alors sur la partie client, on est sur plusieurs dizaines. En client en Enterprise Edition, donc notre version que nous avons construite, entre la version open source et la version Enterprise, la version open source est utilisable en prod. N'importe qui peut aller en prod avec cette version open source. La version Enterprise te ramène tout ce qui est nécessaire pour une grosse société, c'est-à-dire authentification, SSO, gestion des secrets, scalabilité. Et donc sur cette version Enterprise, on a une vingtaine de clients. Ces clients sont dans le monde. On est très content parce qu'on a réussi à faire une expansion qui est plus ou moins hétérogène dans le monde. Donc on a du français, de l'européen, de l'américain, de l'asiatique. Donc c'est assez divers et varié. On a une grosse percée en ce moment sur les États-Unis. Donc c'est aussi un autre marché qu'on apprend à découvrir. Qui est un marché un peu plus challengeant, on va dire, qui est intéressant et qui nous ramène des problématiques et une autre manière de travailler. Donc c'est le vrai challenge qu'on a aussi là-dessus, c'est de s'adapter à des marchés étrangers qui n'ont pas du tout la même manière de travailler que le marché français et européen. Et dans les types d'industries, on a tout. On a de la grosse société qui est des sociétés analytics, qui gèrent des pétas de données pour des clients tiers. On a de la bioinformatique, on a du logiciel SaaS, on a du retail, on a du sportwear. Enfin, on a vraiment énormément de clients différents dans le monde entier qui ont des usages assez différents aussi. C'est la partie qui est surprenante. Les usages sont assez divers et variés. On a même un client espagnol qui a poussé le vice à utiliser Kestra pour l'intégralité de tous ces process de sa boîte, aussi bien la facturation
la gestion des stocks, même la paye des employés passe par Kestra. Donc on se retrouve vraiment on est à un point de blocage majeur de la société si on est mort. Ouais, mais C'est oui, effectivement, et c'est effectivement de par mon métier d'intégrateur de solutions que je fais pour beaucoup de clients. Premier truc que je regarde généralement après, une fois passé le fait de dire ok, j'ai exécuté un workflow, machin, c'était bien. Je dis ok, comment ça peut s'intégrer? Et vous avez effectivement toute une capacité à exposer des webhooks pour pouvoir faire de l'intégration et faire que des systèmes tiers puissent vous invoquer. ouais. Et ça c'est effectivement, une fois que tu as ça, tu peux faire tout ce que tu veux, quoi. C'est clair que Ouais. Clairement, tu peux t'interagir avec n'importe quelle partie de ton SI. Soit Orchestra est le maître, soit il est le commanditaire, c'est pas qui exécute, l'exécutant. Et potentiellement, bah, les deux en même temps aussi. Hein. Donc ça dépend toutes les archives sont possibles. Et on peut être on peut être placé en mode remplace partiellement, ouais. selon les cas d'usage des clients. Donc, on a beaucoup de clients où on rentre sur du remplace partiellement. Donc, un outil existant sur le marché qui commence à être une souffrance dans la société. On place Kestra sur un des points. Et le côté magique de Kestra, c'est l'extension. Ça veut dire que à partir du moment où tu es dans la place, les gens se disent bah ouais, mais je peux l'utiliser aussi pour ça. Allez, une partie de prix. Et au bout d'un moment, tu te retrouves à prendre énormément de parties. Et alors, vous exposez aussi une API pour pouvoir permettre, par exemple, à un système tiers de configurer, de créer un workflow sans en passer par l'interface Ouais. On est entièrement dans Kestra, tout a été pensé API first, donc ça veut dire que tout ce que tu fais dans lui, tu peux le faire via des API. Et pour créer tes workflows, donc soit tu les fais dans lui, premier cas d'usage standard d'un développeur. Le développeur travaille dans lui. On met à disposition l'intégralité des outils qui permettent de simplifier ta vie avec de l'autocomplétion dans l'éditeur, du low-code form où tu peux construire du form builder entre guillemets où ça te permet de construire une partie de ton workflow en WYSIWYG, on va dire, comme on le disait à l'époque. Euh, donc ça c'est la première partie. Deuxième partie, via les API, tu peux interagir. Ce qui nous permet d'avoir une intégration forte avec tous les outils de CI/CD. Donc c'est ta CI/CD qui pousse tes workflows. Donc on a une intégration forte avec GitHub Action et GitLab marche aussi bien parce qu'on a intégré nativement. Donc n'importe quel outil de CI/CD marche. On a une troisième possibilité, c'est un peu Inception, ça veut dire que c'est Kestra qui va aller lui-même chercher sur ton Git les données qu'il a besoin pour réussir à construire ses workflows. Et la dernière intégration, moi qui est un grand fan de Terraform, une intégration Terraform. Donc ça veut dire que tu déploies de manière atomique ton infrastructure et tes workflows en faisant un Terraform apply et tout est déployé d'un coup. Et là, ça c'est le Graal. Ah, ça c'était un postulat dès le départ. Et moi, je trouve que Terraform, c'est un outil magnifique dans l'état d'esprit. Il a été pensé pour combler une grosse faiblesse du cloud. Je trouve ça super bien de pouvoir s'intégrer avec en se disant, bah, tu déploies ta base, tu déploies tes datasets, tu déploies tes tables, tu déploies tes workflows. Ouais, la boucle est bouclée, on n'en parle plus. Ouais, mais tu as cette reproductibilité qui est quand même un truc super intéressant. Puis j'imagine, quand tu peux injecter des variables au runtime dans ton truc, tu peux commencer à cloner tes environnements, tu peux commencer à faire plein de choses. C'est vraiment Ouais, quelque chose qui permet d'aller super vite de ce point de vue-là. c'est un des sujets quand même que j'ai appris par contre sur les 2 dernières années de Kestra. Il faut rester en tête, il faut pas être élitiste quand tu es éditeur de software. Et en début, on n'avait qu'une intégration Terraform et on disait à tout le monde, bah, utilise Terraform. C'était trop élitiste. Tout le monde n'est pas capable d'aller jumper sur toutes ces technologies-là. Donc c'est pour ça qu'on a inclus une GitHub Action et je pense que à ce que j'en ressens au niveau des utilisateurs open source, il y a plus d'utilisation de GitHub Action que de Terraform. Ouais, tout à l'heure, justement, tu as parlé du nombre de clients et tu as un peu combien de fois
le repo a été cloné? Combien de gens C'est en plusieurs dizaines de milliers d'instances qu'on a open source. Excellent. On a des instances dans le monde entier. On a des grands noms de clients, des très 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 grosses sociétés, même chinoises, qui nous utilisent depuis des années, jamais entendu parler, qui sont jamais venus nous voir, qui nous ont jamais parlé, et on sait qu'ils nous utilisent depuis des années, massivement. Une des sociétés chinoises a plus de 100 personnes qui travaillent sur Kestra. C'est fou. C'est fou. Et on Et n'a ça amène à cette complexité jamais aucun contact. open source, quoi, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est clair, c'est difficile, quoi, parce que tu te dis, mais enfin, convertir, tu dois évidemment avoir une frustration par rapport au fait que. Bah, oui, nous c'est un gros débat qu'on a en interne sur open source versus enterprise edition. C'est un débat, je dirais pas quotidien, mais pas très loin dans la société. Euh, Certaines personnes disent dans la société, votre plus gros compétiteur, c'est votre open source. C'est le cas, Ce je n'est pense, pas. de tous les gens qui ont un soft qui fait coexister une version open source et une version enterprise, quoi. Ouais. C'est toujours. Regarde, tu prends l'histoire de DataStax avec Cassandra, tu prends, enfin, et, Ouais. et- Et et- je pense qu'il y a un truc qu'il faut réussir à faire, c'est prendre ta balance et contrepeser. ouais, parce que Tu as ouais, tellement d'avantages en open source que oui, tu dois apprendre à te dire oui, ces gens-là ne me paieront jamais. Ce n'est pas grave, je vivrai très bien avec. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est maximiser ce qu'on peut en tirer des gens open source en leur demandant de la contribution. Et la contribution qu'on leur demande, c'est en général, c'est des early adopters. Donc on obtient des reports de bugs. On a des gens qui testent la solution en avance. C'est un gain, il faut l'avouer. De la contribution publicitaire entre guillemets, c'est-à-dire des cas d'usage. Enfin, on arrive à tirer de certains utilisateurs open source en leur demandant gentiment est-ce que tu veux bien témoigner. La réponse est oui. C'est super, c'est très bien. ouais, mais t'as un deuxième vrai sujet là-dessus, c'est t'as un produit utilisé par, comme tu dis, une dizaine de milliers d'instances, on peut dire dizaines de milliers d'utilisateurs, parce que bon, il y en a peut-être certains qui ont plusieurs instances, peu importe, mais bon. Bon, Ouais, t'as un produit qui est utilisé, qui a des milliers d'instances en production. On va dire les choses comme ça, finalement. Avec des milliers d'instances en production, versus, tu disais tout à l'heure, vous avez quelques dizaines de comptes qui sont ah oui. en enterprise. Aller convaincre un client, c'est vachement plus facile quand tu peux lui dire, le moteur en question, il est déjà utilisé. Et déjà, il y a cet argument-là. Et moi, je suis intimement convaincu que actuellement, nos clients sont en assez forte proportion des grosses sociétés. On ne serait jamais passé la porte de ces sociétés avec un logiciel en closed source. On serait même pas rentré, on n'aurait même pas touché le bas de la porte en ayant un modèle comme ça. Le modèle bottom-up, c'est ce qu'on appelle un modèle bottom-up dans le go-to-market, qui est un développeur test, remonte son besoin, et il le remonte à son manager, qui le remonte à son CTO, et le CTO te contacte toi. C'est un modèle qui marche, qui est prouvé. Euh, Par contre, il faut garder en tête que oui, tu ne convertiras pas tout le monde, Ouais. Mais que des gens. l'effet de masse est hyper bénéfique, Hmm. toute évidence. Mais, mais par contre, ça reste quand même un vrai challenge, hein. Je connais un peu le monde de l'investissement. Dans le monde de l'investissement, les gens te disent qu'un business open source est plus compliqué qu'un business non open source. Parce que oui, tu es distrait par des appels de l'open source qui t'appellent en te disant va de ce côté-là. Et donc toi, Ouais. tu reçois des signaux qui te disent de développer des choses qui n'apporteront potentiellement qu'à cette communauté open source Ouais. et qui n'apporteront jamais de valeur business pour ta société. Donc,
qui seront quelque chose à maintenir sur le long terme, qui ne, enfin, il y a des contreparties, mais moi, ma balance, elle ne regrette pas une seule seconde d'être parti sur de l'open source. Pour l'instant, j'en suis très très content et je pense que la société ne serait pas à ce niveau de développement sans Mais l'open source. c'est évident. Je veux dire, moi qui ai tenté l'aventure d'édition de logiciels en étant en closed source, je peux te dire que la capacité de conviction des gens, la capacité à rassurer les gens aussi, c'est leur dire, et si on crève en route, quoi, qu'est-ce que vous devenez? Bah oui, c'est un vrai choix, hein. Ouais. Et c'est des choix qui, même encore maintenant, même en étant open source, on a eu des portes closes par des grands groupes qui nous disaient non, vous n'avez pas encore les reins assez solides pour moi, et ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu, et c'est un choix qui est légitime de la part de l'entreprise de se dire, ok, et c'était il y a 1 ou 2 ans, on était encore très jeunes, Ouais. on était moins de 10 personnes, normal, mais je regrette pas. C'est un choix qui nous ramène tellement à côté que je pense que c'est un vrai gars. Ouais. C'est la vision que toi tu as, et tes associés aussi, vous avez sur ce que doit devenir Kestra dans le futur, c'est de quel ordre Alors moi, quand je fais, c'est une question qui est souvent posée en entretien d'embauche par les candidats. Ma réponse que je donne systématiquement, c'est simple, c'est de devenir un leader de catégorie. C'est-à-dire que dans la catégorie d'orchestration, il y a quelques leaders, et c'est d'en faire partie. On a commencé Kestra, on n'était personne. Euh, on a eu un tout petit peu de communication au fur et à mesure. Maintenant, on commence à arriver sur une situation où on est cité déjà. C'est-à-dire qu'à une époque, on n'était même pas cité dans la liste des compétiteurs potentiels. Là, on est cité. Bon, bah, si on peut devenir celui-là qui est cité en premier, on aura tout gagné. Enfin, c'est vraiment le vrai but de ça. Et quel est le chemin pour y arriver? C'est de réussir à. Notre terme principal étant d'unifier. On a énormément de compétiteurs qui font de l'hyper-spécialisation, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur un pan de marché précis. Un exemple, je vais gérer que les pipelines de MLOps. Ok. C'est hyper spécialisé. C'est des choix qui peuvent s'avérer judicieux à certains moments, mais on pense que ces choix-là, au niveau d'une grosse société, ne scalent pas sur le long terme. Et qu'on a besoin d'un orchestrateur qui soit un peu comme l'est devenu GitHub Action, un pont commun pour tous les développeurs qui veulent faire de la CI/CD. Tout le monde pense GitHub Action quand tu es sur GitHub. C'est un no-brainer, tu penses pas à autre chose. Bah, nous, si notre ambition, c'est de se dire, bon, bah, je dois orchestrer des flux. C'est un no-brainer, j'utilise Kestra. C'est vraiment l'ambition et qu'on parle à tous les ingénieurs et pas uniquement à un type d'ingénieur. On a énormément de personnes qui viennent nous voir pour des sujets type infra, business process, data analytics, data critique opérationnelle. On a tous ces sujets-là qui viennent et à chaque fois ils arrivent à les combler avec Kestra. Il faut juste qu'on explique au monde et qu'on se fasse connaître au point d'être un leader de catégorie et que les gens sachent que on sait traiter tous ces cas-là. Ouais. Bah, nous, ce qu'on fait, c'est que nos plugins sont que n'ont aucun impact sur le cœur de l'outil, donc c'est que on met sur l'étagère. Donc on n'est pas là pour expliquer aux gens, tu dois le faire de telle manière. C'est le pipeline, il se fait en suivant ce chemin-là qui sera toujours le même, mais tu dois le faire. Si tu rentres pas dans les cases, tu sors. Donc nous, on est vraiment on met tout sur l'étagère, on laisse les gens gérer. Je pense pas qu'il y ait une seule vérité, hein. Je peux demander à n'importe quelle personne de programmer le même bout de code pour arriver à la même fonctionnalité, il sera programmé de 10 façons différentes. Et je pense que le pipeline est à peu près le même sentiment. Pour arriver au même résultat, tu prendras des chemins différents. Et donc ça, c'est pas grave. Et donc dans le pire des cas, les outils hyper spécialisés, je pense qu'ils peuvent exister, ils peuvent avoir un intérêt,
Et dans le pire des cas, nous, si on pourra peut-être être l'orchestrateur qui va le nourrir. Et ça, c'est pas du tout gênant. Donc des ponts avec d'autres outils hyper spécialisés, ça fait partie de notre target sur le moyen terme aussi. Parce qu'on pense qu'il y a un intérêt quand même, des fois, à utiliser de l'hyper spécialisé. Et donc dans ces cas-là, nous, on sera là pour l'orchestrer et pour le nourrir, parce que on sera un pont plus naturel que laisser l'outil hyper spécialisé de MLOps aller chercher sa donnée sur 14 sources de données différentes. Je pense qu'on sera un pont plus naturel et on peut peut-être inverser le pattern en disant Kestra va chercher sur les 14 sources différentes et nourrit l'outil de MLOps. Et ça sera très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une part de logique qu'on voit dans les data catalogues aujourd'hui où tu as un data catalogue d'entreprise qui va aller se nourrir des data catalogues très spécialisés qu'il peut y avoir dans différents produits, c'est-à-dire de pouvoir dire, plutôt que d'aller lui-même scanner tout ce qui se passe dans Snowflake, il va aller attaquer le catalogue un catalogue spécialisé qui ferait les choses en Snowflake. C'est pas le bon exemple Snowflake parce que le catalogue est pas forcément. Et tu vois, est-ce que là le sujet c'est pas de se dire finalement, ok, bon, MLflow il fait vachement de trucs en plus que ce que Kestra peut faire et de toute façon, voilà, on est dans le produit de niche qui fait des choses hyper pointues avec la promotion des artefacts et tout ce qui s'ensuit. Mais pour le coup, l'orchestration d'MLflow, on se dit, finalement, c'est Kestra qui va aller. Le plugin qui serait dans Kestra irait orchestrer le bout de MLflow. Ouais, c'est un peu le pattern qu'on veut mettre en place. On l'a fait un peu avec DBT, où on orchestre du DBT, qui est quand même un leader du marché maintenant, et on essaie de donner une vision de ce qui se passe dans DBT dans Kestra. Ce pattern-là, on l'a pas encore poussé. On sent qu'on a besoin de le mûrir un peu au niveau de jusqu'où on veut aller. Mais c'est un pattern que je pense qu'on va pousser un peu plus, et de se dire, par exemple, oui, je lance un MLflow, pourquoi j'irais pas sortir tous les artefacts que MLflow et donner de la visibilité sur tout ce que MLflow a généré comme artefact ou comme métrique. Parce que MLflow il sert majoritairement à choper des métriques et des artefacts. Bon, pourquoi est-ce qu'on nous n'irait pas donner la visibilité comme ça, tu réduis l'adhérence entre guillemets entre les outils et tu les rends plutôt complémentaires. Ouais, donc tu vois, c'est un peu, tu peux te dire à un moment donné, tu peux pas être spécialiste en tout. Par contre, tu peux garantir que tu arriveras à faire une super bonne intégration avec des trucs spécialistes de niche et ainsi de suite. Et tu peux te dire que voilà, ça te permet d'augmenter la surface que tu touches sans devoir se substituer à ce qui existe sur des angles de pointe, quoi. On a des sujets genre Talend, tu vois. Talend il y a eu un sujet très très puissant ces derniers temps avec les changements de licence de Talend, où pourquoi est-ce qu'on n'orchestrerait pas du Talend en mode lift and shift? Tu orchestres du Talend et tu permets aux gens de se faire du lift and shift. C'est-à-dire qu'effectivement, tu dis à un moment donné, en plus vous êtes dans la JVM, les talents, c'est des trucs qui sont dans de la JVM, tu te dis, finalement le plugin, c'est le job talent, quoi. C'est ça. Tu récupères le job talent avec sa description, avec toute l'archive qui a été buildée au préalable. Et tu l'orchestres, ça évite et comme ça tu peux faire une grosse rature sur la licence Talent Cloud, quoi. Alors pour l'instant on a un Cloud Alpha bêta fermé, très très fermé pour l'instant. On teste le marché pour voir un peu. On a un client dessus, donc on a pris notre premier client récemment, il y a quelques temps, sur notre cloud, pour aller commencer à éprouver le sujet et à se mettre devant des situations de prod externes. Parce que un des gros challenges techniques de Kestra, c'est cette capacité à tout faire. Donc, tout faire dans le cloud, ça veut dire toute taille de mémoire, toute taille de GPU, toute taille de CPU, toute taille de volumétrie network, toute taille d'interaction sur le réseau. Et cette partie-là est une chose qui est un peu complexe à gérer de notre côté sur un cloud, parce que le principe c'est que on sait que l'architecture technique, le corps de Kestra va scale. Comment on va réussir à faire tenir tous ces services ensemble sur quelque chose de sécurisé et maintenable, c'est un autre challenge, et ça c'est un vrai gros challenge technique. On parle quand même de lancer des containers de manière sécurisée.
Du qui peuvent utiliser. réseau qui est finalement est le truc auquel on pense pas, mais quand on commence à déployer dans de la prod, dans le cloud, tu as des contingences de réseau qui sont super complexes. Voilà. Ouais, c'est ça pour ça. Donc là, pour l'instant, on a pris notre premier client, on le teste, on n'ouvre pas spécialement, on l'ouvre un petit peu à l'opportunité sur une sélection de personnes précises qui ont des use cases précis qui vont nous faire grandir, mais on n'en est pas encore du tout sur une version prod, même bêta fermée, ouverte entre guillemets. On est encore loin de tout ça. C'est pas, c'est un sujet chez nous. Et on y travaille, mais c'est un sujet qui prend du temps. Ouais, c'est pas neutre, hein, je pense, effectivement. C'est clairement pas neutre et on se rend compte que, ben, Et puis, il comme faut toute l'opérer startup, derrière. C'est-à-dire que quand tu rends un service comme ça, faut après, derrière, ça devient un service managé. C'est-à-dire qu'on attend de toi que tu aies un SLA qui. qui soit excellent, sans faille, sans contrainte, oui, c'est clair. Hein, Et une adaptation sans difficulté à des environnements qui seront des particularités fortes de clients. Donc, ouais, je peux comprendre que c'est un truc sur lequel vous y allez de on est manière prudent. prudente. Voilà, je cherchais le Ouais, terme, tout à fait. on est prudent et ce qu'on veut, c'est pas faire un lancement partiel, c'est-à-dire lancer quelque chose d'à moitié fini. Là, on parle de jouer avec les données des clients. Donc, Mm. on peut pas se permettre d'avoir un lancement partiellement qui pourrait être une image du produit. Donc, on préfère rester sur ce mode-là. Et pour être franc, vu l'affluence de clients Enterprise Edition, pour l'instant, on a même du mal à s'y consacrer. L'été, je pensais que l'été allait être très calme, ça n'a pas été le cas du tout sur la partie signature de clients. Je m'attendais à, bon, bah, pendant 2 mois, pendant l'été, je vais pouvoir travailler. Bon, bah non. Mais non, mais écoute, c'est une bonne maladie, hein. C'est une bonne, Ouais, c'est clairement une bonne c'est maladie. clairement une bonne maladie, hein. Écoute, on a évidemment, comme à l'habitude de ce podcast, on a largement dépassé le temps qu'on avait imaginé faire sur ce sujet qui s'est avéré être encore plus passionnant que ce que j'avais pensé. Est-ce que tu as deux petits trucs qu'on n'aurait pas dit dans cet épisode que tu voudrais ajouter? Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. On avance beaucoup, la société avance. On a bouclé une levée de fonds récemment. Donc là, on va pouvoir encore plus monter la société au stade d'après, aller encore plus loin. Dans nos investisseurs, on a un des plus grands fonds français qui est Alven, nos investisseurs historiques. Et on a quelques beaux noms qu'on a réussi à avoir. Le Michel Tricot, le fondateur de Airbyte, le fondateur et CEO de DBT. On a quelques beaux noms le fondateur d'Algolia, j'en oublie certainement un, le fondateur de Gameface aussi. Donc on a quelques beaux noms qui ont join et qui croient dans le produit. Donc on sait que C'est génial, on bravo, peut aller très loin. bravo. Donc là, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à trouver des gens. On recrute plein de personnes, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a plein de besoins en technique, en marketing, en business développement, en DevOps. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a plein de places qui sont libérées. C'est chouette, bah, c'est chouette. Enfin, c'est une belle récompense le fait que vous ayez effectivement réussi à avoir une conviction sur le marché avec ce modèle dont tu disais tout à l'heure qu'il n'est pas toujours évident justement Non. de ce point de vue-là. Où est-ce que nos auditeurs et visionneurs, puisque ce podcast est maintenant depuis peu avec l'image, peuvent te suivre? Alors, le premier point, tout le monde doit aller sur GitHub et appuyer sur le petit bouton star en haut à droite. Ça, c'est le Exactement. premier truc qui nous fait plaisir. C'est peu de choses pour les gens, mais ça nous fait grand plaisir. Deuxième point, on a un Slack qui commence à être pas mal fourni. On doit être à 2500 personnes, qui est assez bien animé avec beaucoup de personnes qui viennent demander de l'aide majoritairement. Donc n'hésitez pas à tester le produit, à l'installer et à venir demander de l'aide. Vous serez surpris de la réactivité que vous allez pouvoir avoir sur les réponses. Et après, bah, vous n'hésitez pas, il y en a plein d'autres réseaux sociaux, LinkedIn et X, notre site web. N'hésitez pas à venir voir tout ça.
à liker, starer, abonnez-vous. YouTube, on a une chaîne YouTube, on a un DevRel qui nous a rejoint, qui fait plein de vidéos YouTube avec euh, qui explique tous les détails de comment utiliser Kestra et elles sont très bien faites. Donc, C'est excellent je ça. conseille. C'est excellent. Ouais. C'est c'est bien monté, c'est facile à regarder, c'est pas quelque chose de compliqué. On essaie de faire des formats courts qui sont très digestes sur des thématiques précises dans l'outil. Donc, on a lancé ça récemment cette année. Et j'en suis très fier de voir le résultat que ça prend et la facilité de compréhension de l'outil qui peut être transmise par Will chez nous, qui est super bien. Ouais, et donc je peux moi aussi encourager les gens à regarder. C'est une super alternative à tout ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant sur ce secteur du game là. Non, c'est vraiment génial. Et puis la prise en main, elle est, je veux dire, t'es un peu dans la logique du produit Apple. Si tu as besoin d'un manuel, c'est que le produit a été mal conçu. Et là, il n'y a pas besoin de se taper 12 pages de Getting Started pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Comme je dis, moi, vraiment, j'ai mis... alors peut-être que j'ai une appétence particulière sur le sujet, mais j'en sais rien. Mais j'ai mis moins d'un quart d'heure à lancer un premier workflow. Et vraiment, vous avez vachement travaillé sur cette capacité d'adoption et c'est super bien foutu. Bravo, bravo, Et- bravo. Merci beaucoup, et on n'en est qu'au début, on veut encore améliorer. L'idée, Eh c'est ben, de tu s'améliorer. reviendras. Eh ben, tu reviendras pour nous parler de tout ça. Pas de problème. Ouais, on va continuer à tester, puis tu viendras faire le service après-vente, tu vois. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah écoute, plaisir partagé. Eh bien écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce Big Data Hebdo. On espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous à l'enregistrer. Et puis, petite faveur, s'il vous plaît, si vous pouvez aller sur vos applications de podcast favorites et sur vos réseaux de distribution favoris, notamment Apple Podcast, Spotify et autres, et nous laisser un petit message et mettre quelques étoiles, ce serait super. Merci d'avance. Merci d'avance. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.